S'il y a bien un mois gourmand, c'est le mois d'octobre. La nature, dans son abondance, nous offre quantité de fruits délicieux. Les fleurs montent en graines aussi. C'est le bon moment de parler des jardins comestibles ou jardins-forêts. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une page se tourne dans notre émission. On doit dire au revoir à cette petite voix qui m'a accompagnée durant pas mal de temps. Exactement, moi c'est Sébastien et c'était la voix off de l'émission Entrée c'est ouvert. Donc je vous accompagnais dans l'émission, je te challengeais des fois pendant l'émission aussi. Donc une très chouette expérience mais qui effectivement se termine ici puisque je vis mes dernières semaines dans les médias de proximité. Voilà, heureusement une autre petite voix sera bientôt de la partie. Exactement, tu ne seras pas seul, tu seras toujours accompagné. Ouais. Et puis l'aventure va se poursuivre puisque c'est pas parce que moi je m'en vais que l'émission va s'arrêter. On a toujours eu l'idée de ramener de la nature dans vos jardins et ce sera encore le cas, j'espère, pendant de longs mois, voire de longues années. En tout cas, merci pour cette belle collaboration, Seb. Merci à toi pour ta confiance. Et à vous, évidemment, d'être là. Exactement. Bon, on se le fait une dernière fois? Une dernière fois. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Entrée, c'est ouvert. Eh oui Virginie, aujourd'hui c'est un moment particulier. Seb nous quitte et je prends le relais de la petite voix. Merci Seb pour toutes ces années verdoyantes et belle continuation dans tes projets futurs. Mais pas de panique, on garde le cap du jardinage joyeux et inspirant. Au programme ce mois-ci, on parle des jardins-forêts et de leur rôle pour la souveraineté alimentaire. On découvre le petit trésor caché qu'est le gland. On apprend à mieux gérer son compost avec Georges. Et on compose de belles jardinières d'automne avec François. Et pour commencer, direction Jodogne chez Michael qui nous ouvre les portes de son impressionnant potager. Alors Michael, quand on entre dans ton jardin, on est d'abord surpris. C'est vrai, c'est foisonnant, c'est un peu déboussolant. On est dans ce qu'on appelle un jardin-forêt. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Un jardin-forêt, c'est un espace jardiné qui s'inspire des écosystèmes naturels. Donc l'idée, c'est d'avoir un jeune boisement, une forêt clairsemée, où on va pouvoir mixer l'ensemble des plantes comestibles que l'on souhaiterait. Et donc, il y a suffisamment de lumière dans ce genre d'espace. Et on va pouvoir choisir entre plusieurs strates. Donc on aura la canopée, les plantes Donc la canopée, c'est au niveau des grands arbres? C'est les grands arbres, tout à fait. Ouais. Les plantes arbustives, les arbrisseaux, les plantes herbacées, les légumes annuels, vivaces, les plantes médicinales, les couvre-sols, les légumes racines également, et puis pour terminer, les lianes, qui font la jonction entre le sol et le ciel. Et donc il y a des interactions entre ces différents niveaux, entre les différentes plantes qu'on va y trouver, et ça donne un joyeux bordel, un peu comme dans la nature, puisque la nature, elle n'est pas spécialement ordonnée. Mais quels sont les avantages de cette démarche du jardin-forêt? Alors il y a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'on va maximiser la production par unité surface. Donc sur un jeune projet, ça ne se remarque pas forcément, mais un projet à moyen terme, on peut avoir une production très haute. Donc ça, c'est le premier avantage. Donc augmenter son autonomie au sens large. Ça peut être aussi sur les aspects médicinaux, les épices, les graines, etc. Alors on a une diversité bien plus haute dans des espaces très diversifiés. Donc on va pouvoir attirer beaucoup de faune, donc il va y avoir beaucoup plus d'insectes, d'animaux de tout type, et on va pouvoir partager également avec eux, pas uniquement conserver notre production alimentaire pour nous. C'est joliment dit. Alors il y a aussi bien sûr une réduction du temps de travail. Finalement, par rapport à un espace potager, on va retravailler son sol chaque année. Ici, on va focaliser aussi sur des espèces vivaces qui demandent un peu moins d'entretien, qui s'installent pour plusieurs années. Et on ne va pas faire la chasse aux mauvaises herbes à tout prix. Voilà, exactement. C'est pas mal non plus. Donc, on va réduire un peu son temps de désherbage. Alors, c'est sûr qu'il faut changer un peu son regard, se dire, tiens, on accepte aussi des plantes sauvages, on va aussi les consommer et on ne va pas devoir tout contrôler de A à Z. C'est ça. On laisse un peu une liberté aux plantes et aux animaux autour de nous. Et alors dans ta démarche, il y a quelque chose de très cohérent, c'est que tu es aussi semencier, donc tu travailles avec la graine, les graines que procurent tous ces végétaux. Ce serait chouette que tu nous montres un peu comment ça se passe. Avec grand plaisir, je vais un peu vous montrer tout ça. Allez, je te suis. Allons-y. Alors là, je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est magnifique, il y a une diversité incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Oui, on a un petit panel de légumes, par exemple des graines de carottes, de la coriandre, de la moutarde, du petit épeautre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des graines de cornouiller à gros fruits, cornouiller mâle. Là, c'est une variété jaune. Là, c'est de la roche rouge
C'est l'ancêtre de l'épinard en Europe. C'est génial. Ouais. On a aussi des bêtes, des pêches, des amandes. Donc j'imagine que ça fait partie de la démarche des jardins-forêts de récolter les graines. Alors pour moi, ça a vraiment tout son sens. Parce qu'on va clairement réduire ses coûts. Hein. Si on doit commencer à planter, à acheter que des plants, finalement, oui, ça va exploser le budget. Si on part de graines, de fruits que l'on a, par exemple, autour de nous, hein, on les sème, on va avoir des plants beaucoup plus acclimatés aussi. Donc, on va avoir plus résistants aux maladies, plus résistants à la sécheresse peut-être. Enfin, il y a peut-être plusieurs années de sélection pour certaines espèces, mais la plupart du temps, on a de très bons résultats dans le cas, par exemple, de la pêche. Si on sème un noyau, eh bien, on va avoir un arbre bien plus grand et il sera beaucoup moins fragilisé par rapport à la cloque. Oui. Il y a plein de choses que je ne connais pas là-dedans. Par exemple, ça c'est quoi ça? Ça c'est du cresson alénois. Donc c'est une espèce proche de la cressonnette. Hein. Vous avez déjà certainement mangé cette espèce-là sur un sandwich. Oui, bien sûr. C'est une graine qui peut aussi se consommer, se faire germer. Germer et on peut la manger. Et on peut la manger comme ça? Tu peux goûter. C'est un peu piquant. Oui, pour relever une petite salade ou quoi. Voilà, pour une salade, c'est super bon. Et alors ça aussi, ça attise ma curiosité. C'est quoi ces petites graines? Alors là, c'est le timout, c'est le poivrier du Népal. Et donc on voit en fait la graine qui est noire et l'enveloppe, elle a un peu un goût de pamplemousse. Alors si tu veux, tu peux tester. C'est un peu anesthésiant. Donc, ne sois pas surprise. Ça va un peu engourdir ta langue, mais tu vas sentir certainement un arôme qui est proche du pamplemousse. Ah oui. Anesthésiant, le côté anesthésiant arrive en fin de bouche. Ah oui, c'est surprenant. Très parfumé, alors c'est aussi un arbrisseau qui fait 3 mètres de haut. Ah oui, c'est bizarre. Qui est assez ornemental et qui s'acclimate, qui se plante dans des espaces assez restreints, donc je trouve ça assez pratique pour cette espèce-ci. D'accord, merci. Voilà. Quand as-tu démarré ce projet? Depuis combien de temps crées-tu ce jardin? Alors depuis 2015 par passion, et puis ça a grandi d'année en année. Donc, au départ, je suis parti d'un gazon. Hein, ah oui, c'était de l'herbe. C'était de l'herbe partout. Incroyable. Et puis j'ai agrandi d'année en année pour finalement arriver à 25 arts. Et depuis l'année passée, j'ai encore une nouvelle parcelle. Voilà. On peut aller la voir? On peut aller voir, bien sûr. On y va. Alors vas-y. Bon, là, on vient de la partie la plus ancienne de ton jardin, mais il y a encore plein de coins magnifiques à explorer. Oui, alors il y a le grand mandala, donc là c'est un cercle de culture de 20 mètres de diamètre, donc une zone beaucoup plus arrondie. Hein. Il y a aussi la nurserie dans laquelle je produis beaucoup de plantules. Et puis ici, et on est dans la nouvelle zone. C'est l'avenir. C'est l'avenir, en effet. On est sur une nouvelle parcelle où j'ai installé une nouvelle serre. En tout cas, elle est bientôt installée. Et je vais pouvoir produire des espèces un peu plus exotiques comme des agrumes. Ah, génial, il faudra revenir alors. Ouais. Et dis tout ça, est-ce que ça demande beaucoup de travail? Alors oui, ça demande beaucoup de travail, donc c'est un mythe d'imaginer qu'un jardin-forêt ne demande pas de travail, mais ça demandera moins de travail qu'un potager classique, puisqu'il y aura moins de travail de sol notamment. Mais il faudra entretenir, il faudra tailler, il faudra un petit peu désherber. Et moi, j'encourage les gens à serrer un peu plus les plantes herbacées pour qu'elles puissent couvrir le sol et empêcher des plantes indésirables de s'installer. Pour limiter effectivement l'entretien. Ok. Voilà. Alors, il ne faut pas spécialement avoir un grand terrain pour lancer un jardin-forêt. On peut commencer petit, parce que ça pourrait faire peur aussi. Oui, tout à fait. Alors clairement, on commence petit. En permaculture, c'est conseillé de commencer petit. Un jardin de 10 mètres carrés, c'est déjà bien pour démarrer. Et puis, on agrandit par la suite si on le souhaite. Et voilà, donc ça devient tout de suite plus accessible. Si vous voulez à votre tour tenter l'expérience, développer un jardin-forêt chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de Michael. Il y a plein d'infos parce qu'ici on n'a fait que survoler cette thématique. Tu donnes aussi des formations. Tout à fait. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans ce beau projet. Et puis on te remercie pour ton accueil, c'était vraiment intéressant. Merci à vous. Hein. Et avant de partir, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah encore, chouette. Voilà, quelques petits fruits du jardin-forêt. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Des légumes, il y a du raisin, des nachis. C'est ta récolte, petit panel de ce qui peut se récolter pour le moment. Incroyable, jardin, magnifique. Bon ben voilà, on va aller se régaler. Dis donc Virginie, Michael t'a vraiment gâté avec toutes ces bonnes choses. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne sacrément envie de me lancer dans un jardin-forêt. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Si vous aussi vous voulez profiter de ses conseils, retrouvez Michael sur Facebook. Et après le jardin-forêt, place à la forêt tout court. Virginie nous emmène à la découverte des glands. Les chênes produisent périodiquement et de manière imprévisible des fructifications très abondantes qu'on appelle les glandés.
Et il semblerait que cette année soit une année à forte glandée. En témoigne le tapis de fruits qui jonche ce sol forestier. Quand on s'arrête de plus près et qu'on regarde ces petits glands, on voit d'abord une diversité de couleurs, de tailles, certains qui sont solitaires, d'autres raccrochés. Et puis surtout, on observe le petit chapeau qui les coiffe et qu'on appelle la cupule. Celui-ci est terminé par le pédoncule, qui est la tige qui va rattacher le gland à la branche et qui va nous donner un indice sur l'espèce de chêne à laquelle on a affaire. Ici, en l'occurrence, c'est le chêne pédonculé puisque le pédoncule est long. C'est un fruit qui est très nutritif et qui était autrefois utilisé pour nourrir les cochons. Dès l'automne, on les emmenait en forêt à la glandée, comme on disait. Aujourd'hui, il est surtout consommé par les animaux sauvages, à commencer par le sanglier qui en raffole. Durant les années de forte glandée, les fruits peuvent constituer 50% de son menu. Ce qui va avoir des répercussions sur ces populations. La laie va mettre bas plus tôt, un plus grand nombre de marcassins et ceux-ci grandiront plus vite. Mais d'autres habitants de la forêt adorent ce mets, à commencer par le jet des chênes qui fait des réserves de glands pour l'hiver. Il peut en stocker jusqu'à 5000. Le pic aussi adore ces petits fruits. Et puis dès la nuit tombée, c'est le mulot qui vient cacher les fruits partout autour de son terrier aussi pour se faire des réserves durant l'hiver. Mais il va laisser sur place les petits glands et les véreux qui ne l'intéresseront pas. En parlant de glands véreux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, certains glands ont des petits trous. En fait, c'est l'œuvre d'un coléoptère qu'on appelle le balanin du chêne, qui est muni d'un rostre, une sorte d'appendice, qui va lui permettre de trouer le gland pour y pondre ses œufs, et puis la larve va se développer en grignotant l'intérieur du fruit. Tous ces exemples nous montrent à quel point le chêne est un arbre de vie. Franchement, Virginie, qui aurait cru que les glands avaient autant de succès? Moi, je vais clairement les regarder autrement pendant mes balades en forêt. Mais pas le temps de glandouiller, direction le potager avec notre expert Georges. Il va nous livrer ses secrets pour un compost réussi. Et là, surprise, on va retourner dans nos cours de chimie avec l'azote et le carbone. Moi qui pensais avoir laissé ça sur les bancs d'école, heureusement, Georges, lui, il maîtrise tout ça. Alors Georges, aujourd'hui tu nous expliques comment réaliser des composts afin de valoriser nos déchets verts. Oui, tous les déchets verts. Ici je vois un premier tas. Un premier tas, ce sont tous les déchets du jardin, quels qu'ils soient, qui sont mis en tas les uns après les autres, on les tasse évidemment. Alors ça va se composter. Une fois par an, je retourne l'ensemble, je tamise. Ce qui passe au tamis, ça va servir pour le jardin. Le refus, c'est à la base pour l'année suivante. D'accord, donc assez simple finalement comme technique. Tout à fait, tout ce qui est plus simple. Et alors, en ce qui concerne les plus gros branchages, etc. Alors là, je fais du compost de broussailles avec. Oui. Viens, je vais t'aller te montrer. Ah ben, je te suis. Alors Georges, comment ça fonctionne ce compost de broussailles? Eh bien, tu vois cette belle haie, elle est taillée chaque année. Oui. Et là, on a tout. On a l'azote avec les feuilles, le carbone avec les branches, broyé, mis en taille ici entre palettes, humecté puisqu'il faut quand même humidifier l'ensemble. Ça va fermenter, ça va d'ailleurs chauffer. C'est important d'avoir ce bon équilibre azote-carbone dans un compost. Oui. Trop d'azote, ça pourrit, trop de carbone, ça ne se composte pas. Voilà. Donc ça marche très bien. 4 mois plus tard, à peu près, plus ou moins avant l'hiver, on va le retourner, tu vois, histoire de voir où il en est. Et là où c'est trop sec, comme ici, on va humecter. Et ça permet aussi de l'aérer, du coup. Ça permet de l'aérer et de le relancer. Tu vois, c'est un peu sec. Ah oui. Donc, tu prends l'arrosoir et je te mets ma contribution, tu arroses. Allez, c'est parti. Voilà, je vois aussi que tout ça est toujours bien aéré sur les côtés. Absolument, il faut de l'air aussi. Hein. L'air doit circuler. C'est pour ça qu'on le remue d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ok, alors comment tu valorises après cette ressource? Ah bien, on va retourner au potager ou pour des légumes. Et ceux qui n'ont pas de légumes, ça peut être très bien pour les arbres fruitiers ou dans les parterres. D'accord. J'ai vu là derrière que tu avais aussi une brouette remplie de compost. C'est quoi ça? Non, c'est pas du compost, ce sont des branches moyennes qui vont me servir à composter les herbes. Les herbes étant riches en azote et pauvres en carbone, là, il faut refaire l'équilibre. Donc, je vais mettre à peu près 2 tiers d'herbes, 1 tiers de branches, humecter encore une fois, humidifier. Mettre en temps, ça va composter. C'est toujours le même principe. Toujours le même principe. Ok, ben écoute, je pense qu'avec toutes ces infos, on a les éléments qui nous permettent de faire le choix des composts les plus adaptés à la taille de notre terrain et à nos besoins. Après le côté pratique du compost, place à l'esthétique. On retrouve notre deuxième expert, François, qui va nous montrer comment réaliser de magnifiques jardinières automnales. De quoi embellir votre environnement extérieur et prolonger un peu la magie des couleurs de saison. Donc nous voilà maintenant dans une autre saison, on est en automne, donc on assiste à un changement de la coloration de la végétation.
c'est aussi une autre ambiance et c'est le moment où les jardinières d'été commencent à être en fin de cycle, les feuilles commencent à se dessécher et c'est le moment de remplacer par une nouvelle composition. Donc nous avons ici notre jardinière d'été où on voit les pétunias qui sont en fin de vie. Donc il est temps de les remplacer pour apporter de la nouvelle couleur. Donc on va les jeter au compost et on va veiller aussi à enlever le contenu. Donc il est important de changer de terreau parce que ce terreau-là est épuisé notamment en éléments nutritifs. Il est aussi épuisé au niveau de sa structure. Donc il va devenir trop compact et il pourrait poser des problèmes d'aération pour le développement des nouvelles plantes. Donc voici ici les plantes que j'ai choisies donc qui conviennent pour notre composition ici d'automne. Donc tout d'abord la classique pensée. Donc ici c'est une pensée avec des couleurs légèrement mauves, donc qui vont s'accorder avec le reste de la composition. La pensée sera accompagnée ici du boronia. Donc le boronia est en fait un petit arbuste qui après pourra être planté dans un pot plus grand. Et je l'ai choisi pour ces couleurs aussi avec les pétales roses. Ensuite j'ai choisi 2 plantes couvre-sol, donc qui après pourront être plantées dans un parterre pour couvrir le sol, mais ici on va l'utiliser dans la jardinière d'automne. Donc tout d'abord la juga que j'ai choisi notamment pour son feuillage clair qui va amener de la luminosité au niveau de la jardinière. Ensuite, on a une autre plante vivace, c'est-à-dire le chêne qui offre ici un feuillage avec des belles nervures de couleurs qui vont rappeler aussi le thème de coloration. Cette plante a la particularité d'avoir un feuillage permanent quasi pendant toute la saison. Et le petit conseil supplémentaire consiste à placer des bulbes. Donc je vais mettre un paquet de 2-3 bulbes dans la jardinière. Bulbes ici de narcisse, donc c'est aussi appelé la jonquille, avec des belles fleurs jaunes qui vont fleurir tout début du mois de février, au courant du mois de février, donc qui vont amener une agréable surprise en fin d'hiver. Donc passons maintenant au rempotage proprement dit. Donc pour ce faire, je vais d'abord utiliser des billes d'argile, donc des hydrogranulés. Une légère couche dans le fond de la jardinière va permettre de drainer correctement l'excès d'eau. Ce qui est important si la jardinière est exposée à la pluie pendant la période hivernale. Une fois qu'on a placé les billes d'argile, on va utiliser un terreau. Donc ici, on va utiliser un terreau de type maison et jardin, donc c'est-à-dire un terreau de type universel, mais un terreau de qualité pour qu'il ait une bonne structure, une bonne rétention en eau et aussi une bonne capacité à restituer l'eau au niveau des plantes. Ce terreau est également enrichi en engrais organiques, ce qui va fournir de la nutrition équilibrée au niveau des plantes. Donc une fois les plantes mises en place dans le terreau, on va terminer par une petite couche de pierre ponce. Donc ici c'est un matériel décoratif donc qui va amener une certaine gaieté au niveau de la jardinière et qui va avoir aussi la fonction de protéger le haut du terreau contre le dessèchement. Donc voilà notre jardinière que l'on va placer ici sur une appui de fenêtre. Donc vérifiez bien l'humidité du terreau parce que l'eau n'arrive pas toujours de la jardinière, même en hiver. Il est important de vérifier l'arrosage s'il est nécessaire. Après cette parenthèse fleurie avec François, cap sur Libramont pour rencontrer Anne et Pascal au Prédon, un jardin-forêt citoyen où la nature et le partage sont au cœur de tout. Anne, nous voici au cœur de ton jardin, de votre jardin, qui est un jardin-forêt comme on l'appelle, mais ce n'était pas le cas au départ, c'était une pâture ici. Raconte un petit peu comment cette belle aventure a commencé. Eh bien, en fait, on avait vraiment envie de sortir de la vision d'un potager classique. Et on s'est très vite intéressé au principe de la permaculture. Ouais. Et à travers la permaculture, eh bien, on est tombé sur ce concept de jardin-forêt. Et là, on a été complètement séduits. C'est une autre manière d'appréhender le jardin, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait la plantation d'un système complexe de différents arbres qui partent de la canopée et qui arrivent au couvre-sol. Comme dans la nature finalement. Comme dans la nature, comme dans une forêt, exactement. Mais ici, la visée était comestible. Ici, on a planté des fruitiers, des petits fruits, etc. On a planté, en fait, il y a 5 ans ici, 250 arbres et de la strate haute parce que c'est ceux qui mettent le plus de temps à s'installer. Donc les arbres les plus grands et puis il y a d'autres couches. Et puis après, on a mis les couches les plus petites. On n'y est pas encore, on continue bien sûr. D'accord. Et ce qui est magnifique avec ce genre de système, c'est qu'il se régénère en continu, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Ce système se régénère par les associations d'arbres qu'on y fait. C'est-à-dire qu'on met des fixateurs d'azote, on met des arbres qu'on appelle les aéphies et qu'on va tailler ces arbres pour pouvoir mulcher le sol, c'est-à-dire apporter du bois qui va renourrir le sol. D'accord. Et c'est là qu'on arrive à cette notion de consommateur.
et pas de consommateur, comme tu me le disais en préparation. Et à ce sujet, on va retrouver ton mari Pascal, puisque tu n'es pas seul à avoir développé ce projet, vous avez fait ça ensemble. Heureusement. On va le retrouver là un peu plus haut pour parler justement de cette dimension alimentaire et autonomie, surtout au jardin. Alors Pascal, Anne nous a présenté votre magnifique projet. Vous êtes des amateurs. J'imagine que pour mettre ça en place, c'est beaucoup d'essais, d'expérimentation et aussi d'erreurs. Ça fait partie du jeu. Oui, effectivement. Il faut, pour mieux planter, il faut se planter. Et je pense que l'expérimentation, pour nous, est vraiment importante parce qu'elle nous permet de vraiment favoriser l'autonomie et la souveraineté alimentaire de chacun. En tout cas, l'objectif de l'expérimentation, c'est ça. Et effectivement, on peut voir derrière nous des expérimentations de tournesol, de maïs et de céréales. Et ça permet d'expérimenter des céréales anciennes. Céréales anciennes ici, c'est quoi par exemple que tu as planté là? Il y a du seigle, de l'orge, de l'épeautre ancien, dans le cadre de sciences citoyennes. Donc on fait des essais avec une organisation qui s'appelle Triticum. L'idée, c'est de montrer que certaines essences qui ne sont pas exploitées aujourd'hui peuvent être productives dans nos régions. Oui. Et du coup, de créer des nouvelles filières, etc. C'est ça l'idée? L'idée, c'est vraiment que tout un chacun peut faire des petites zones de céréales, ce qu'on appelle des céréales jardinées, qui permettent de favoriser cette autonomie alimentaire. En fait. D'accord. Alors les tournesols géants qui sont derrière nous, on pourrait croire qu'ils sont dans l'état attendu, mais non, c'est un échec justement. Explique-nous un peu. C'est un peu un échec parce qu'en fait, en Ardennes, il y a beaucoup de vent. Et donc, fatalement, quand il y a des grands plateaux, quand il y a des grandes ampes, etc., ça peut se coucher avec le vent. Donc, il est préférable d'avoir des tournesols un peu plus petits. D'accord. Mais c'est passionnant, justement, cette approche, s'autoriser quelque part à échouer, parce qu'on est en recherche continue et que voilà, on teste avec cette nature extraordinaire de nouvelles solutions. C'est ça, on est des amateurs et donc on peut se permettre effectivement de faire ce genre d'expérimentation qu'un professionnel ne peut pas nécessairement faire puisqu'on n'a aucune vue économique, on a juste une vue passionnée et on a envie que ça puisse profiter au maximum de personnes. Pour vous, l'autonomie alimentaire, le jardin-forêt, ce sont des enjeux extrêmement importants aujourd'hui. On ne peut plus se contenter d'un jardin esthétique. Le jardin doit remplir d'autres fonctions, c'est ça? Oui, le jardin, donc la souveraineté alimentaire, on est dans pas mal de fluctuations et donc il faut que tout le monde puisse être acteur, consommateur et devenir un acteur de sa souveraineté alimentaire. Et ça peut profiter à tout le monde d'un petit jardin, un grand jardin, un jardin de ville. Donc c'est vraiment... ça permet vraiment au maximum de personnes de pouvoir participer à être acteur de son alimentation saine, en tout cas qui ne nuit pas. D'accord. Est-ce que tu peux encore nous donner l'un ou l'autre exemple de plantation un peu surprenante que vous avez testé ici? On a testé en fait des théiers en termes de couvre-sol par exemple, et ces théiers-là ont tous bien poussé, sélectionnés avec des personnes habilitées à pouvoir. Donc vous avez fait du thé? On fait du thé. C'est génial. Thé, donc on peut vraiment tester plein de choses, y compris des essences exotiques? Oui, absolument. Ces essences, on ne sait pas comment le climat va évoluer, donc on essaye aussi ce genre tout en faisant attention effectivement au fait que ce soit que ce ne soit pas dangereux pour les insectes, pour les oiseaux et pour le sol. Pas invasif, etc. C'est absolument passionnant et tout ça en collaboration avec cette biodiversité qui fait partie de ce tout, dont nous faisons partie aussi évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur les jardins-forêts, pourquoi pas vous lancer, même en commençant tout petit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du Festival des Jardins-Forêts, puisqu'il y a eu une première édition cette année, on espère que ça se reproduira. Et puis aussi le site internet du Prédon, super inspirant. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. C'est incroyable comme la nature est généreuse, pleine de trésors nutritifs et de surprises. J'ai encore tellement à apprendre. Mais c'est normal, c'est ma première avec vous. Alors on retrousse nos manches, on garde les mains dans la terre et on se dit déjà à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Virginie dans Entrée c'est ouvert. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube.
Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un sac de terreau pour réaliser vos plantations intérieures ou extérieures, idéal pour réaliser vos jardinières d'automne. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appelle le potager de Michael ? Envoyez-nous votre réponse à concours@canalzoom.be ou par message privé sur notre page Facebook. Bonne chance!